Day Trading, le podcast, la peur amie ou ennemie du trader. Troisième partie. Ouh là 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 là, il y a 2 semaines qui s'est passé pour vous, mais nous, on vous le cachera pas, on les fait en rafale, on les enregistre en rafale, et nous, moi, je chemine, là. Il y a quelque chose qui se passe, là. Je sors de ma zone de confort, j'apprécie beaucoup, de toute façon, sortir de ma zone de confort, mais c'est quand même très, très bien. J'apprécie beaucoup. Merci, Paul, d'avoir accepté notre invitation, puis merci à François d'être ouvert d'esprit, tout comme moi, à accueillir ces connaissances-là. Donc, on va continuer directement dans le vif du sujet pour se lancer à discuter dans la peur de tout perdre. Parce que ça, c'est pas juste en trading. Comme entrepreneur, moi, j'ai vécu des situations où j'ai vu des gens, j'ai une personne en particulier que j'ai en tête, que la personne, elle voulait se lancer en immobilier. C'est pas du trading, mais c'est du placement quand même. Puis, il voulait se lancer là-dedans, puis il s'est retrouvé, il y a eu une réaction de sa conjointe qui était « On va perdre notre maison ». C'est sa première réaction que ça a été quand il a dit « Je veux faire de l'immobilier », c'est « On va perdre notre maison ». Au lieu de dire « OK, c'est quoi ton plan? » Fait que là, la personne, elle avait automatiquement peur de tout perdre. Puis là, cette personne-là, il m'avait demandé de ne pas en parler devant elle. Fait qu'automatiquement, il se retrouve dans une situation où il doit faire ça à cachette. Puis là, je vous le cacherai pas, ça n'a pas fonctionné, il n'a rien acheté, puis il a abandonné, parce qu'il n'y avait pas le support qu'il fallait dans son équipe, parce qu'on est un couple, c'est une équipe. Et donc, cette peur-là va habiter certaines personnes. Et qu'est-ce qui fait que des gens sont entrepreneurs et d'autres ne le sont pas? Moi, je pense qu'il y a de ça aussi. La personne peut avoir peur de tout perdre en prenant le risque, puis elle ne se lancera jamais, puis peut-être va passer à côté de bien des rêves aussi, là. Parce qu'il y a des gens qui en rêvent, mais qui ne le font pas. Qu'est-ce que tu en penses, Paul, de ça? Je pense que c'est relié avec l'optimisme ou le pessimisme. Il y a des gens qui sont très, très optimistes, puis que même devant la possibilité d'effondrement ou de faillite, ils vont garder l'optique positive, puis let's go, on y va, on fonce. Donc, une bonne dose d'optimisme, c'est formidable. Ça permet de faire face à l'incertitude, face au doute. Mais trop d'optimisme, ça crée une zone aveugle qui met les gens en danger. Et le pessimisme, un peu la même chose. Juste dose de pessimisme, c'est formidable parce qu'on peut être un petit peu rabat-joie sur certains excès là, pour dire « Wow, ne nous emballons pas trop. » là. Il y a un effet de foule peut-être qui est en train de se passer ou peut-être qu'il y a une espèce de bull run qui est en train de se passer. Là. Calmons-nous un petit peu. Là, mais trop de pessimisme, c'est paralysant. Donc, la peur de tout perdre, selon moi, ça se situe un peu dans ces deux extrêmes-là. Vais-je aller vers un optimisme aveugle pour pas réfléchir à la perte là, qui est possible, ou est-ce que je vais me réfugier dans une espèce d'aveuglement noir là, ou pessimiste, ou de toute façon, je vais tout perdre? Oui. Mais est-ce que tu aurais un conseil, par exemple, si quelqu'un se retrouve dans cette situation-là? Parce que le conjoint, comme je disais, c'est un partenaire dans la vie et c'est dépendamment de nos ententes qu'on a dans nos couples, mais si cet argent-là est son argent aussi à l'autre personne, ça va de soi que tu risques le bas de laine familial, si on veut. Donc, est-ce que tu as un conseil? Est-ce que même si c'est moi-même qui a peur de tout perdre, peut-être que c'est pas une bonne idée, dans le fond, de se lancer là-dedans? C'est un questionnement, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien le capital risque, ça dépend comment on le partage, mais la gestion de l'argent dans le couple, c'est un des grands sujets irrésolubles de la vie conjugale. Irrésoluble parce que ça va toujours être en mouvement, en changement. Mm-hmm. Je pourrais vous faire une petite liste là, des sujets irrésolubles de la vie conjugale. Là. Argent, c'en est un. Partage des tâches ménagères, c'en est un. La vie sexuelle, la gestion des ex, le style éducatif envers les enfants, la présence de la belle famille. C'est tous des sujets qui sont irrésolubles parce qu'ils vont toujours changer ou se renouveler. Hein. OK. Donc, c'est ça, juste pour continuer sur ma question. Mettons que ton conjoint ou ta conjointe est comme ça, là, c'est la réaction. Oui. On le fait-tu pareil? Est-ce qu'on vient notamment d'avoir de prise que nos chances viennent de diminuer incroyable? Je sais pas. Ouais. Bien, ça va dépendre du consentement qui est fait sur le partage des éléments financiers, parce que s'il y a une entente, que tout le monde est d'accord, que c'est une des personnes qui gère le risque financier dans le couple, pour le couple, puis qu'ils ont consenti, je ne vois pas le problème. Ouais. Mais s'il n'y a pas eu de consentement, que c'est fait en cachette,
Là, ça peut créer des profondes blessures, de profondes trahisons, puis mettre tout le monde dans le trouble. Moi, j'accompagne parfois en thérapie des gens qui se sont fait frauder par leur ex-conjoint, puis c'est épouvantable, là. Ça crée de la détresse profonde, des gens qui ont des dettes de plusieurs milliers de dollars, là. Donc, peut-être négocier, tu sais, dire, écoute, on va allouer, je sais pas moi, un capital, 5 000 puis that's it, là, le risque, il s'arrête là. Mais c'est sûr que quand on ouvre un compte de courtage, ben, il y a un petit mot, un petit avertissement qui nous dit le risque peut être plus grand que votre dépôt. Hein? On a tous déjà lu ça quand on ouvre un compte de courtage. Fait qu'il y a toujours un risque. Mais c'est sûr qu'on peut le contrôler, le maintenir ou aller plus loin. Fait que peut-être, moi, c'est ça que j'aurais comme exemple pour le trading. Dire, ben regarde, laisse-moi aller un bout de temps, là, faire mes preuves, peut-être. Ou aller en compte démo, à la limite. C'est vraiment pas une option. Tu dis, laisse-moi aller pendant 6 mois en compte démo, puis on verra mon résultat. Comme ça, tu le démontres un peu. C'est beaucoup plus rationnel. Oui, c'est ça. Puis à la base, je crois qu'il faut être honnête. Parce oui. qu'on entend des histoires là, que j'ai transigé en cachette, ma femme ne le sait pas, ou mon conjoint ne le sait pas, ou mes amis ne le savent pas. Ben, les amis ne savent pas peut-être, mais comme Patrick parle, là, quand c'est le conjointe, je pense qu'il faut être honnête en partant parce que ça peut puis ça risque de finir mal. Là. Donc, oui. Puis l'approche, moi, j'ai choisi avec ma conjointe, puis je suis chanceux parce que j'ai une conjointe qui embarque, là, peu importe, là, ah oui, on y va. C'est tout le temps ça, sa réponse, pratiquement. Mais c'est d'être d'une transparence radicale, là, de dire, regarde, je te montre toutes mes trades, je t'explique pourquoi. C'est sûr que mon cheminement, j'ai mis plus de temps, d'énergie à apprendre la profession, le trading, mais elle est capable d'en parler un bon bout de temps, elle aussi, parce qu'à chaque trade, pourquoi, puis là, à chaque fois qu'on a une perte, voici la perte, voici le gain. Je ne fais pas juste montrer mes bons coups, là. Il faut qu'on montre tout. Et après ça, est-ce qu'on décide d'augmenter notre risque? Où on s'en va? De travailler la vision commune. Moi, c'est ça que je fais, dans le fond, dans mon couple. Là. Mais à date, ça fonctionne bien. Mais je ne me suis jamais retrouvé dans une situation aussi où j'ai perdu au-delà de ce que je pouvais imaginer. Donc, j'ai toujours contrôlé mon risque. Moi-même, je suis comme ça. Je contrôle mon risque avec excès, mais de façon transparente avec ma conjointe. Là. Et vous avez une bonne alliance. Là. Vous avez un bon sentiment de sécurité ensemble. Là. Vous avez confiance que vous pouvez échanger de l'information. Exact. Puis que le feedback est bon aussi. Si à chaque fois, mettons, tu y en parles, puis à chaque fois, la personne, c'est tout le temps comme difficile. C'est un autre défi, là. Mais ça renvoie un peu à l'idée aussi de pourquoi on masque cette information-là. Selon moi, c'est relié à la honte, puis la protection du jardin secret, peut-être. Okay. Il y a des gens qui ont tellement honte de ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux qu'ils n'oseront jamais en parler. Il y a des gens qui se sentent coupables de ce qu'ils ont fait. Mais le mensonge, il va toujours survenir pour masquer quelque chose qu'on sent fragile. Donc, on pourrait dire que, hey, ça veut dire que c'est normal de mentir, mais même si c'est normal, ça ne veut pas dire que ça le justifie. Mm-hmm. Parce qu'à toujours vouloir cacher la véritable information, le plus grand risque, c'est qu'un jour, vous allez finir par vous mentir, même à vous-même. Puis là, en se mentant à soi-même, on va avoir des comportements complètement incohérents. Puis là, on peut tomber dans le pétrin puis tout perdre, en effet. Mm-hmm. Le mensonge, ça apparaît d'ailleurs dans les grands symptômes reliés à la dépendance. On voit que la personne a réduit tout son champ d'expérience pour le centrer sur le phénomène de plaisir ou de pari ou d'excitation. Puis, pour pouvoir préserver cet espace-là, elle va mentir sur sa pratique, cacher sa pratique. Donc, on voit qu'on est dans une réduction de l'expérience de la personne et non pas dans un enrichissement de l'expérience. Peut-être qu'il va y avoir un enrichissement financier occasionnel, mais l'essence de la vie, l'enrichissement sur le bonheur en tant que tel, lui, il ne sera vraiment pas présent. C'est intéressant. Puis là, vu qu'on parle de cachette, c'était le dernier point dans notre liste. C'était la peur du jugement des autres ou de partager nos résultats avec nos amis ou juste de partager qu'on fait du trading. Moi, ça m'a pris, je ne sais pas combien d'années, ça m'a pris plusieurs années où c'était mon jardin secret parce que je n'avais parlé à une personne, puis au début, là, il y avait plein d'insécurité, je ne connaissais pas ça beaucoup, puis là, je me lançais là-dedans de façon contrôlée puis très prudente selon comment moi je suis fait. Mais la personne a dit « Ah, t'es sûr, telle personne a perdu de l'argent? » Puis là, je ne voulais pas avoir
un feedback négatif. Tu sais, je dis, écoute, c'est sûr, mais là, je me lance. Puis moi, je suis un entrepreneur. Fait que si je me décide, j'ai pas envie que quelqu'un me dise, ça marchera pas ta business. Là. Tu sais, c'est comme, fait que je veux avoir du bon feedback. Fait que pendant plusieurs années, je me suis retenu, tu sais, de le mentionner. Puis je pense que la pandémie a quand même aidé la pandémie. C'est que pendant la pandémie, c'est devenu très populaire. Fait que là, c'est devenu comme commun. Tu sais, les boursicoteurs, il y en a partout. Fait que là, du fait que c'est devenu comme banal, on dirait que là, il n'y avait plus ce risque-là. Mais avant, c'était ça, là. C'était comme, t'es sûr, tu sais, parce que les gens ne comprennent pas ça du tout, là, comme mode de vie, en tout cas, de trader. Fait que partager avec nos proches, c'est pas évident. Partager, moi, je vais juste parler de mon expérience personnelle. J'ai commencé à travailler, négocier à 18 ans et demi, 19 ans. Et puis, ceux qui ont suivi mon histoire savent qu'après 6 mois, j'avais perdu 50% de mon capital. On dirait que c'est un chemin de croix. Tout le monde passe par là. Mais bon, puis moi, j'avais dit ça à mes parents. Et puis ma mère, là, pas une crise, mais Colin, qu'est-ce que tu fais? On retourne à l'école. Écoutez, ça a été tu sais, je disais des chiffres. Puis ça a été la première puis la dernière fois. Ça l'a fait que je me suis refermé. C'était la dernière fois que je n'ai parlé. Et puis, l'histoire a bien fini pareil, là. On voit aujourd'hui, mais sinon, après ma première année, j'avais tout récupéré mon capital, puis j'avais fait un surplus d'argent, mais j'en avais pas vraiment parlé. Tu sais, oui, ça va, oui, c'est correct. Puis même, on dirait que ça m'a marqué parce que encore aujourd'hui, avec mon ancienne conjointe ou celle que j'ai aujourd'hui, je parle pas vraiment de chiffres. Oui, ça va. Oui, une bonne journée. Il faut pas... C'est des petites bêtes, eux autres. Hein? Ceux qui ne sont pas habitués, là, ça peut les shaker. On peut leur en parler, je crois, mais il faut, tu sais, je ne sais pas, il faut avoir notre jardin secret. Je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, mais on peut leur exposer la situation, mais sans dire complètement, concrètement. Tu sais, juste dire ça va bien, oui. Mais en tout cas, moi, bref, par expérience personnelle, quand j'avais dit à mes parents que j'avais perdu 50% de mon capital, puis mon Dieu, c'était la fin du monde. Puis, fin du monde. Il faut écouter nos parents, là. Nos parents, c'est des bonnes personnes, mais j'ai pas été à l'université, puis finalement, ça a bien fonctionné, puis je me suis débattu, puis ça a bien fonctionné. Mais bref, aujourd'hui, même encore aujourd'hui, je suis quand même assez fermé. Je veux pas, la peur de décevoir des fois, la peur de que les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mettons, tu dis des gros chiffres, là, ben François, il se vante. Je parle jamais d'argent, je parle tout le temps de pourcentage, parce que quand on parle de pourcentage, quelqu'un qui a un petit capital ou quelqu'un qui a un moyen ou un gros capital, si on fait une transaction à 5% de profit, je sais que monétairement, c'est pas le même montant, mais on est sur la même longueur d'onde, c'est le même 5%. Fait que bref, moi, ce point-là, là, partager nos résultats, les amis, conjoints, ça m'a mis un gros stop à partager mon bonheur. Je le partage, mon bonheur, mais j'en garde beaucoup pour moi. Puis à la limite, c'est quasiment triste. Mais bon, ça fait partie de, je crois que la vie de négociateur. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de nos éditeurs qui vont peut-être se reconnaître là-dedans. Puis, y a-t-il une solution? Je ne le sais pas. On n'est pas toutes faites pareil, mais bref, faut être prudent. Quand on partage notre expérience, il faut être prudent à qui qu'on partage. Oui, en effet. Moi, je suis chanceux comme psychologue. Je rencontre des gens toutes les semaines qui me parlent de ce sujet-là. Là. Puis, étant donné que j'ai fait mon doctorat, moi, sur mes recherches sur l'explication du fait de créer sa première entreprise, je pense que j'ai ciblé directement ce genre de phénomène-là. Puis, c'est parce que c'est fragile, un rêve. Faut pas partager son rêve à des gens qui vont le briser. Donc, quand tu mentionnes, ce sont des bonnes personnes, nos parents, oui, mais ce ne sont peut-être pas des gens avec qui il faut partager nos rêves. Oh, mais là, c'est parce que je les aime. Ils ne sont pas objectifs. C'est ça. Les gens que j'aime vont peut-être éteindre mon rêve. Oui. Donc, mais il y a un coût ici, là. Se différencier, c'est une menace à la stabilité de la tribu. Donc, étant donné que se différencier, c'est une menace à la stabilité, il y a beaucoup de gens qui vont préférer rester dans le statu quo puis avoir de l'amour plutôt que d'évoluer. Mais c'est une prise de risque réelle, ça, se différencier. Dire, moi, je veux avoir... Je me souviens, moi, encore une fois, quand j'ai dit à mon père, « Papa, cette année, j'ai dépassé 100 000 $ de revenus pour la première fois. » Il m'a regardé avec des grands yeux, là, puis je le sentais qu'à l'intérieur de lui, là, ça voulait dire, genre, « Oh, tu fais partie maintenant des crosseurs. » Mais on voit comment ça bouscule des limites qui sont tellement profondes là, dans nos croyances de qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas normal. Est normal ce qu'on a vécu lorsqu'on était jeune,
Puis elle n'est pas normale, ce que je n'ai pas vécu, moi, comme perspective personnelle. Puis là, les gens appliquent des jugements. Ils vont se stabiliser dans un mode de fonctionnement sur ce qu'ils connaissent. Et en psychologie, on appelle ça le biais de confirmation. C'est qu'on va tout le temps chercher les indicateurs qui prouvent nos croyances qu'on a déjà. Attends un petit peu. Ça veut dire que je cherche quelque chose que je possède déjà? Je m'aveugle moi-même? Mais moi, je veux réaliser mes rêves. Quoi faire alors? Il faut prendre des risques de sortir du statu quo. Prendre le risque de ne plus baser son centre sur l'opinion des gens qui nous aiment. Donc, le centre, il faut qu'il soit à l'intérieur de nous une fois adulte. Mais c'est difficile parce que quand on s'est développé en tant qu'enfant, on a toujours compris que si tu m'aimes, tu vas prendre soin de moi. Hein? Mm-hmm. Et me différencier, ça veut dire que l'autre prendra peut-être plus soin de moi. Donc, oh non, il y a beaucoup de gens qui vont préférer la soumission pour garder l'amour. Intéressant. C'est une prise de risque, ça, se développer soi-même. Et c'est un petit peu ce qui se retrouvait dans les termes comme la fameuse crise de la quarantaine ou la crise de la cinquantaine. C'est une crise identitaire. Qui je suis? Je ne suis pas ma famille d'origine. Je ne suis pas non plus que mon travail. Je ne suis pas non plus que le parent de mes enfants. Je ne suis pas non plus que mes... qui suis-je? Donc, ça prend une crise pour faire cette mise à jour-là. Puis elle résout, normalement, quand on plonge vers l'intérieur de soi, puis qu'on dit, je suis... Puis là, c'est une observation de la réalité de où je suis rendu là, qui est la réponse. C'est ne pas s'abandonner soi-même. Tellement important quand on pense à ça. On s'abandonne soi-même à bien des moments dans notre vie. Là. C'est un travail de tous les jours même, de rester centré sur soi-même et tout ça. Le méchant argent. On entend souvent ça. Hein? Des gens qui gagnent de l'argent, tout d'un coup, c'est forcément des crosseurs, c'est forcément des gens qui l'ont volé à d'autres personnes. Puis là, on regarde à l'intérieur de nous et on dit, oui, mais on dirait que moi, pourtant, je me sens une bonne personne. Hein? Je me sens pas un méchant ou un crosseur parce que je gagne de l'argent. Mais manifester le fait qu'on a du pouvoir ou qu'on a de l'abondance, inévitablement, ça va réveiller des blessures chez des personnes qui n'ont pas le même rapport à cette abondance-là. Ça, on pourrait en faire je pense que ça serait... je suis sûr qu'ils en ont déjà beaucoup parlé, mais ça pourrait être un sujet pas de nos podcasts, là, mais tu sais, ceux qui font de l'argent, c'est des manipulateurs, c'est des crosseurs, pour utiliser ce terme-là, c'est des fraudeurs. Je suis sûr que ça a déjà été exploré, là, mais comme sur l'île de Montréal, tu sais, à l'ouest de Saint-Laurent, c'était anglophone, puis à l'est, c'était les francophones, puis à l'ouest, mais les méchants anglais, c'est des crosseurs, tu sais, ils font de l'argent. C'est une mentalité ça serait le fun à changer, mais bon, on est de même. Il y a un trio de paradigmes psychologiques là, qui est comme ça. C'est comme des mondes psychologiques. Le premier monde, c'est le monde du salariat. Eux qui disent, la sécurité, c'est fais ton travail, tu vas toujours avoir un salaire. C'est ça, la vérité, c'est le but. Puis il y a des gens qui vont rester dans ce paradigme-là. Puis à leurs yeux, les crosseurs, c'est ceux qui vont générer beaucoup d'argent comme, mettons, les patrons entrepreneurs. Ah, eux sont pas corrects, hein, ils profitent de nous autres. Là. Mais aux yeux d'une personne qui est patron entrepreneur, le crosseur qui lui vole son argent ou qui fait pas d'efforts, c'est peut-être plus le gouvernement qui lui prend une grosse part de ses revenus en impôts. Il n'y a pas de gagnant là-dedans. Hein? C'est ça. Puis aux yeux du gouvernement, c'est une autre affaire. C'est que là, il voit des pas corrects dans un autre enjeu. Mais on a toujours le réflexe de dire ce qui n'est pas correct, c'est une cause externe, et ce qui est correct, c'est une cause interne. On va le voir aussi dans le trading. Hein. Si votre trading a marché, c'est parce que vous étiez bon, vous étiez intelligent, vous aviez compris la tendance du marché. Puis si le trading n'était pas bon et que vous perdez du cash, c'est parce qu'il y a eu des fluctuations externes ou j'ai pas eu mon refresh assez rapide sur mes indicateurs. Là, puis... Ou c'est à cause de Jérôme Powell. Oui, c'est ça, ouais. C'est à cause de la Fed. On appelle ça le locus de contrôle. Ça. C'est, ce qui est à l'intérieur de moi, c'est forcément bon, puis ce qui est à l'extérieur de moi explique le pas bon. OK. Quand on fait un bon coup, c'est grâce à nous, puis quand on manque notre coup, c'est à cause des autres. C'est un grand piège psychologique, puis c'est présent également dans la gestion de la peur. Parce que si tout va bien dans ma vie, c'est parce que c'est moi qui est au contrôle. Puis si j'ai tout le temps peur, puis que je maîtrise rien, puis tout ça, voyons, je suis tombé. Puis là, je me sens victime des autres personnes autour sans l'être véritablement. Mm-hmm. Oui. Puis je pense que l'être humain a ça facile comme réflexe de trouver une raison extérieure. Là. C'est parce que là, oui. je suis en retard à un rendez-vous. C'est parce qu'il y avait du trafic. OK, mais tu peux aussi te demander, c'est parce que tu es parti à bonne heure? Est-ce que tu sais,
mettons, il arrive une situation, moi, j'aime beaucoup dire qu'est-ce que j'aurais pu faire ou qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour éviter ça. Puis moi, pour moi, là, ça fait longtemps que je fais ça. Là. En fait, c'est le bagage de musicien. Tu sais, tu joues un spectacle, tu fais un bel accord de la majeure alors que tu aurais dû en jouer un la mineure, c'est vraiment pas beau. Mais si au spectacle d'après, tu refais encore la même erreur, les musiciens à côté vont dire là... fait qu'on dirait qu'il y a comme une obligation pour le musicien qui veut performer de faire ça systématiquement. Puis moi, je pense que si le plus vite possible qu'on peut le faire suite à la situation, le mieux que c'est. Ça, c'est vraiment une approche personnelle, là, de dire, il est arrivé cette situation, tout de suite. Qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour que ça soit différent, mettons, le outcome de ça. Puis après ça, si on ajoute la PNL, j'essaie de me créer un ancrage, même quand c'est important, pour m'en souvenir, parce qu'il faut s'en souvenir aussi quand ça revient après. Oui, mais là, Patrick, t'es un gars responsable, toi. Hein? C'est pas tout le monde qui sont responsables dans la vie. C'est ça. Ben, merci. Puis pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ont des adolescents, moi, je suis dedans présentement, là, c'est jamais de leur faute. C'est tout le temps quelque chose d'autre. C'est un événement externe. Ils mouillaient ou whatever. C'est jamais de leur faute. Jamais de leur faute. L'enfer. Donc, d'ailleurs, connaissez-vous la distinction entre excuse et pardon? Non. Entre s'excuser, tu veux dire, ou avoir une excuse ou vraiment demander pardon? Là? Oui. Ouais. C'est que excuse, ça vient d'une racine grecque qui veut dire excosis, cause extérieure. Donc, je m'excuse d'être arrivé en retard, il y avait du trafic, donc c'est une cause extérieure qui explique ma faute. Alors que demander pardon, ça implique la reconnaissance de la faute. Puis, je te le demande à toi, pardonne-moi si tu peux, parce que je reconnais que c'est moi qui est fautif. Mais la majorité des recherches sur les facteurs de reconnaissance de ça, de la faute, là, ont indiqué que les hommes ont tendance juste à énoncer leur faute, mais ils ne vont pas demander pardon. Ça, c'est un principe beaucoup plus féminin, ça, de demander. « Oh, pardonne-moi, j'ai pas été fin. » Donc, les hommes s'excusent, puis les femmes demandent pardon. Il y aurait une tendance à ça, en effet. Eh bien. C'est intéressant, vraiment. Écoutez, là, l'épisode, on a rendu notre 3e épisode, puis on a encore du stock. Je pense qu'on est correct pour un autre épisode, Paul. Ça va surtout être le prochain épisode, il va y avoir des sujets que toi, tu tenais à cœur. Fait que je pense qu'on va clore ça là. On va continuer pour un 4e épisode. C'est incroyable, mais je pense que ces épisodes-là, je vais les réécouter plusieurs fois. Chaque petite subtilité, si se convaincre de quelque chose ou de travailler sur soi, c'est toujours merveilleux. Alors, on vous laisse pour 2 semaines de réflexion encore, puis on se retrouve avec... on va aller encore plus loin dans cette aventure-là. Alors, bon trading à tous.